Dans quelques jours, BX1 prendra ses quartiers d'été et votre émission sera en congé. Que retenir de cette nouvelle année d'actualité chargée de débats bruxellois évidemment? On va épingler quelques sujets avec des spécialistes aux avis bien sentis. Bienvenue dans ce dernier numéro de Versus pour cette saison. Avec nous, pour évoquer toutes ces questions, Pauline de Glume, bonjour. Vous êtes journaliste à l'Écho, quotidien bien connu. Un autre journaliste en face de vous, Philippe Carlo, bonjour. Bonjour. Travaillez-vous pour la RTBF Radio. Caroline Séguessor, bonjour. Bonjour. Vous êtes politologue au CRISP. Et Jean Vianney Philippe, bonjour. Vous êtes un spécialiste de la communication. Vous avez dirigé celle du mouvement réformateur et vous êtes revenu dans le privé. Vous parlez, comme tout le monde, librement. Le premier sujet que je veux aborder avec vous, eh bien, c'est assez rare pour être souligné. C'est une question qui était abordée en gouvernement et qui a été renvoyée vers le Parlement. C'est la question de l'étourdissement obligatoire des animaux. Projet recalé, donc, faute de majorité dans la majorité. Alors, il a été repris par des députés. Et puis il a été recalé en commission. Je vous propose d'écouter tout d'abord deux parlementaires. L'un a porté le texte et l'autre ne le votera pas. Les discussions ont été tout à fait cordiales, parfois un peu passionnées, c'est normal, c'est un sujet qui est sensible, qui est un petit peu clivant évidemment. Donc les débats ont eu lieu, on a pu échanger, chacun a exprimé son point de vue. Je pense que suite aux auditions, on aurait pu forger chacun son opinion sur le sujet. Et puis le texte n'était pas très grand non plus, donc il n'y a pas eu de grand débat sur le texte en soi. On a tout de suite vu que majoritairement la gauche s'opposait à ce texte. Notre règle, en tout cas celle qui prévaut au PS et qui est dans les valeurs, c'est de pouvoir préserver cette cohabitation sociale, cette cohésion sociale et de pouvoir vivre ensemble en se respectant, des habitudes culturelles et également alimentaires. Philippe Carlo, c'est pas fréquent. Hein. Oui, ça arrive que le gouvernement renvoie vers le Parlement, mais en général, c'est pour mettre au frigo. Là, ici, on a senti une envie d'avancer vite. C'est presque unique, finalement, hein, comme situation politique, si je puis dire. Unique, non, mais relativement rare en tout cas, oui. Ici, il y a l'action politique, évidemment, elle est balisée par la déclaration de politique générale ou régionale. Ce qui n'est pas dans cette déclaration, évidemment, libre d'être abordé par les partis faisant partie de la coalition, mais on sait bien qu'en général, tout ça se verrouille entre chefs de groupe, entre le gouvernement et le Parlement. On discute, évidemment, et on n'avance qu'au consensus. Ici, manifestement, il n'y avait pas de consensus au sein du gouvernement pour aboutir à un accord sur ce thème, et certains parlementaires de certains partis ont pris l'initiative de déposer un texte d'initiative, donc parlementaire, pour trancher la question, et on voit tous les clivages que ça provoque, y compris d'ailleurs à l'intérieur de certains partis, parce que le Parti socialiste a beau dire que la ligne c'est on ne votera pas ce texte, on sait bien qu'il y en a au sein du Parti socialiste qui soit ne viendront pas voter, soit émettront peut-être un vote dissident, ceux en tout cas qui sont en fin de carrière et qui n'ont rien à craindre pour l'avenir parce qu'ils ne seront plus candidats, pourraient émettre un vote qui sera contre la ligne du parti. Donc rien n'est joué en tout cas. Oui, tout va se jouer a priori à la fin de cette semaine. Caroline Séguessor, qu'est-ce que ça dit finalement du fonctionnement de notre Parlement? C'est que quand on ne donne pas une consigne claire aux parlementaires, on ne sait pas ce qui va en advenir. Finalement, ça devrait être très simple pour la démocratie, oui. Ça. C'est dans la logique même de l'institution parlementaire. Bon, mais c'est pas l'habitude. Non, ce n'est pas l'habitude, parce qu'on voit bien aussi que ça fait courir des risques à la majorité qui se déchire sur cette question et sur toutes les questions, généralement en matière convictionnelle. Ce gouvernement bruxellois a eu de la peine, parce qu'on sait bien que Défi n'est pas du tout sur la même longueur d'onde que ses partenaires sur cette question. Et sur la question d'abattage rituel, quand le gouvernement s'est formé, il y avait des recours pendants devant la Cour constitutionnelle à propos des décrets wallons et flamands. Sans doute que tout le monde a un peu espéré que la Cour constitutionnelle les retoque parce que ça aurait enlevé une épine du pied du gouvernement bruxellois. Ça n'a pas été le cas, donc il a fallu quelque part avancer pour les formations politiques qui s'y étaient engagées. Et puis effectivement, a priori, c'est le fonctionnement normal de l'institution parlementaire que de laisser aux parlementaires le soin de se positionner librement. Alors ce qui fait un peu tâche, c'est que lors du vote en commission, on a eu des chefs de groupe qui ont remplacé leurs députés membres de cette commission pour s'assurer effectivement que le texte ne soit pas adopté en commission et en tout cas qu'on ait un résultat avec autant de voix pour que de voix contre. Donc là, ça faisait un peu désordre par rapport à cette idée, cette consigne de liberté de vote qui en soi est assez normale dans une institution parlementaire, même si malheureusement c'est devenu assez rare. Ça pourrait laisser des traces au sein de la majorité, Pauline de Glume. Vous avez eu ce genre de retour-là de chefs de groupe, de parlementaires qui disent hop, on nous a mis une bombe sous le tapis là? Mais
pas tant que ça, in fine, au sein du gouvernement, où quand ils sont interrogés, j'ai l'impression qu'ils disent « Oh, maintenant, c'est le Parlement, ils n'ont pas envie d'être pollués par ça ». Et ce qui, je dirais même au sein des Verts, on le voit, où il pourrait y avoir cette fracture groen-écolo, ça n'a pas l'air de les déranger plus que ça. Je pense que, voilà, on l'a dit ici, il n'y a pas un seul... la question divise fortement même au sein des partis. Du côté francophone, je pense qu'il n'y a même pas un seul parti qui aura un vote homogène. Je veux dire, même chez des filles, ils vont jusqu'à peut-être 4 voix contre leur propre Vous avez texte. fait votre compte, hein? Oui, ça pourrait aller jusque-là. Donc ça montre vraiment à quel point c'est sensible. Mais je ne ressens pas, si c'était la question par rapport au gouvernement, je ne me sens pas plus embêtée. Parce que quand ça, pour la suite, ça leur a quand même enlevé avec Groen et l'Open VLD reprend la question qui a été recalée au gouvernement, ils se doutent que ça va embêter le Parti socialiste, que ça va peut-être diviser. C'est ça, mais eux, du coup, quand même, par contre, ça leur permet de continuer à avancer sur d'autres dossiers et de ne plus être pollués. Ce qui est problématique, c'est peut-être pas ce cas-ci, c'est le fait que c'est le deuxième ou le troisième, voire même la quatrième fois qu'on se clive au sein de la majorité, souvent entre défi PS, écolo défi, écolo PS. C'est ça, et du coup, il y avait cette menace pour l'indexation des loyers aussi, où on se dit, est-ce que ça va arriver au Parlement? Et donc, c'est vrai que ça a un peu ouvert une façon de fonctionner qui peut être problématique. C'est l'accumulation qui risque de poser problème. Jean Vialet, Philippe, c'est un bon plan pour un parti de montrer qu'il y a des divisions en interne parce qu'il se dit qu'il peut finalement ratisser large au niveau de l'électorat, ou bien au contraire, c'est considéré comme un signe de faiblesse, vous qui savez comment fonctionnent ces boutiques-là? Alors, je crois qu'il y a différents types de configurations. Je crois que d'abord, il faut reprendre toujours un peu là où on se trouve en termes de période de temps. Mais après, ce qui est vrai, c'est qu'au final, la politique, c'est le business de faire des voix. Donc en fait, pour faire des voix, on a besoin d'avoir des marqueurs et que les gens puissent suivre ces marqueurs, qu'il y ait une équipe derrière les marqueurs, qui donne certainement un sentiment d'unité. Ici, on voit que dans cette situation, on touche réellement à des fondamentaux. Et d'ailleurs, si on va un petit peu plus loin au-delà des frontières, on voit que certains n'ont même pas le même avis au sein d'une même famille. Et donc, c'est un petit peu, si je comparais à une marque, faire le parallèle avec le marketing et la communication, c'est un peu une marque qui vendrait un produit X ou Z à un endroit et qui serait différent de l'autre côté d'une frontière. Et donc, le consommateur s'y retrouverait plus, le citoyen s'y retrouve plus. Donc, il peut y avoir éventuellement un sentiment de perte de radar ou de cap. Mais dans certains cas, ça peut jouer aussi pour essayer de ratisser plus large. Ça dépend un petit peu du moment, bien sûr. Corinne Séguesseur, c'est une question de laïcité qui se joue là, ou bien finalement on se positionne vraiment sur le bien-être animal. Après, on entendra les journalistes qui ont suivi certaines des auditions, mais pour l'observatrice, je dirais, high level que vous êtes. Je crois qu'il y a les deux, et que dans certains dossiers où je trouve que on suspecte pas mal d'acteurs d'avoir des motifs cachés. On accuse les partis de se positionner pour des raisons bassement électoraliste, alors que, comme vous le rappelez très bien, le business, la politique, finalement, c'est de faire des voix. Donc cette préoccupation, elle est toujours présente derrière l'action politique. Donc il y a des gens qui sont effectivement bien motivés par le bien-être animal, et puis il y en a d'autres qui voient derrière cette question aussi, surtout la nécessité de réaffirmer, comme ils l'appellent, la primauté de la loi civile sur la loi religieuse, de façon un peu abusive, mais effectivement, et ça s'inscrit, comme Philippe Carlo le rappelait, dans une succession de débats qui sont venus à l'agenda bruxellois sur la neutralité, l'affaire de la STIB, effectivement. Donc, c'est devenu, à mon avis, au moins autant une question de laïcité qu'une question de bien-être animal. Et donc, je reviens avec ma question. Voilà, Défi s'est positionné sur un axe laïcité. Est-ce qu'à un moment donné, il y a un risque que ses partenaires se vexent et disent on peut aussi vous sortir des plures? Mais même chez Défi, il y a cette conscience qu'à tort ou à raison, c'est vécu par une partie de la population, je pense, comme une possible atteinte à leurs droits fondamentaux, tout ça. Et ils n'y vont pas légèrement. Je pense que c'est pour ça que chaque parti à Bruxelles est quand même traversé et divisé sur la question, c'est qu'on peut être soucieux du bien-être animal et en même temps avoir cette envie, pour des raisons de vivre ensemble, de cohésion sociale, que ce ne soit pas mal pris. Et donc, c'est pour ça que c'est compliqué. Et donc, en effet, il n'y a pas que des motifs cachés, il y a parfois une vraie difficulté à dire comment on concilie les deux, quoi. Qui pense que ça va être voté? Qui pense que cette ordonnance a une chance d'être votée? Allez, levez la main. Je lève pas. Moi, je me fie pas à des comptes personnels, mais voilà, il y avait plus une confiance du côté de ceux qui sont opposés au texte, plus une prédéception avant vote de ceux qui l'ont porté. A priori. Je crois aussi. Mais ce que je trouve très paradoxal, c'est qu'on s'empoigne sur cette question, alors que je pense que l'avenir de l'abattage en général est condamné à Bruxelles. Rien ne dit qu'on va renouveler le permis d'environnement des abattoirs d'Anderlecht au-delà de... C'est 2028. 2028, oui, mais bon, c'est quasi demain. Donc, je veux dire, personne n'imagine qu'on va pérenniser de façon stable des abattages en plein cœur de la capitale de l'Europe. Donc, un jour plutôt proche que lointain, cette activité va s'arrêter. Donc, quelque part, le débat d'aujourd'hui
n'a peut-être pas l'importance qu'on veut lui donner. Oui, c'est pour ça qu'on fait l'argument économique, c'est vrai qu'il a à nuancer aussi, parce qu'en fait, il y a 40% qui dépendent de la viande dans la société, enfin les abattoirs d'Anderlecht, et finalement, ils se sont déjà beaucoup diversifiés, et ils expliquaient récemment que quand ils avaient voulu refaire une ligne d'abattage, ils y avaient déjà renoncé, conscients qu'on n'allait plus trop vers ça en ville, quoi. Philippe Carlo, pour conclure. Oui, pour revenir à votre question de tout à l'heure, est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient d'apparaître éventuellement divisé sur la question? Remarquons l'attitude des partisans de ce texte à l'égard des colos, par exemple, dont les 2 membres se sont abstenus. Ils se sont fait incendier parce qu'ils se sont abstenus. Alors, il y a un avantage à dire, non, vous voyez, nous n'avons pas une position unanime. Certains, au sein de notre groupe, ont voté pour, d'autres ont voté contre. On ne pourra donc les attaquer ni d'un côté ni de l'autre, puisqu'ils n'ont finalement pas pris position univoque. Et certains pourront dire, moi j'ai soutenu le texte, moi je ne l'ai pas soutenu, et c'était notre liberté, mais on ne pourra pas cibler le parti comme étant pro ou anti. Ça peut être un angle. Éviter les coups. Il parviendrait plus alors à faire la synthèse que le PS qui a voulu faire une ligne de... Je pense aussi qu'il y a la construction d'un électorat. Je veux dire, il y a un moment où, si on voit les échéances électorales qui peuvent arriver, il y a un moment où on doit construire un petit peu une base qui est solide, et c'est un chemin qui est parcouru par certains en ce moment, et par l'ensemble. Et donc je pense, si on prend cet élément en compte, c'est sûr qu'ils doivent garder une certaine cohérence sur certains territoires qui parfois sont pas tout à fait compréhensibles, même au sein d'un même parti, quoi. Allez, on va passer à un autre dossier compliqué, pour ne pas dire pourri. C'est, il tient en une image. Je vous propose de la regarder. Le plan taxi et la cohabitation avec d'autres systèmes, comme Uber notamment. Il y en a eu des manifestations taxi. Qui pense que Rudy Vervoort a réussi finalement à déminer ce dossier qu'il a repris au départ? C'était Pascal Smet qui a voulu donner un cadre légal à Uber. Pauline, vous levez les yeux au ciel. Oui, non, il en a fallu du temps... pour voir un peu la fin de cette saga. Et franchement, il a pris le dossier en main quand pour des raisons aussi... que les dossiers arrivaient en justice et que commençait à plus avoir le choix. Sur la saga vraiment guéguerre, Taxi Uber, on peut croire qu'elle est plus ou moins terminée dans la mesure où que ce soit le politique ou juridique. Là où c'est clarifié, c'est que Uber, qui faisait en fait de l'activité taxi, mais disait faire du LVC... sans respecter les règles du LVC, je veux dire, ça c'est quelque chose qui est fini. Enfin, je veux dire, le nouveau plan taxi ne le permet plus. On a eu la réponse à la question préjudicielle. Enfin, de ce côté-là, voilà. Par contre, dire qu'on parlera plus du plan taxi, là par contre, non. Parce qu'il y a cette question du numerus clausus qui arrive, qui va être décidé dans les arrêtés, alors qu'elle est fondamentale. Limiter le nombre de voitures en circulation, on va dire. C'est vraiment un truc qui peut être une source fondamentale de division entre les deux. Parce que le modèle taxi, bien avant l'arrivée d'Uber, ils ont toujours dit on a un problème de rentabilité, on veut pouvoir augmenter les tarifs, tout ça. Ils n'ont jamais visé le fait de faire du volume, de faire du taxi, un truc qu'on prend un peu comme ça, rapidement, et que tout le monde prend, que c'est pas un produit de luxe, et on fait pas que des grandes courses qui coûtent bien cher, mais plein de petites courses. À l'inverse, on a Eats et Uber qui disent déjà maintenant, il y a des chauffeurs qui n'ont plus de licence, qui les ont perdus dans l'affaire, on manque de chauffeurs, notre service n'est plus aussi bien, il y a des temps d'attente de 15-20 minutes. Eux, ils veulent un numerus clausus qui soit beaucoup plus large. Donc à voir selon le nombre qui sera choisi, si eux, ce sont les acteurs qui ont envie de rester à Bruxelles. Et donc de là intervient une question dans ce numerus clausus qui manque un peu dans ce débat, je trouve, c'est l'usager. Qu'est-ce qu'on veut faire en fait de la voiture taxi personnelle? Est-ce qu'on veut en faire un outil de mobilité qui irait en parallèle du vélo, transport en commun, et qui complète? Et pour ça, il faut un prix pas trop élevé, il faut pouvoir prendre le métro facilement. Ou est-ce qu'on reste dans quelque chose qui protège le vieux taxi à l'ancienne? Jean-Pierre Philippe, Bruxelles est en retard là-dessus, parce qu'on entend souvent l'exemple des autres villes. Vous êtes un peu notre monsieur international aujourd'hui, vous voyagez beaucoup. Je suis tout à fait aligné. Oui, c'est vrai, pour reprendre certains marqueurs plus à l'international, je pense qu'en termes de licences, plus ou moins sur les chiffres qui ont été annoncés, je pense qu'on serait, pour 1000 habitants, je pense qu'à Paris, on serait 5 fois plus, et à Londres, on serait 8 fois plus de licences pour 1000 habitants. Donc c'est un peu pour vous donner l'idée, mais je pense, pour revenir un peu aussi, encore une fois, au fait qu'on soit dans un business des voies, c'est la corporation des taxis, c'est presque un bloc monolithique de voies. Donc en fait, si on soutient les taxis, on est presque sûr qu'un groupe de personnes va voter dans une direction. Donc c'est très intéressant de cultiver ce groupe. C'est la raison pour laquelle le Parti socialiste a pris fait et cause pour les taxis. Je pense en tout cas, si on réfléchit en termes de marketing, communication, je veux avoir des voix, je pense que ça peut être un des éléments. Et là où il y a une énorme erreur, en fait, c'est qu'en marketing et communication, on doit prendre tous les stakeholders en compte. Et ils ont oublié l'usager, en fait, le citoyen. Aujourd'hui, en fait, on risque d'être limité dans le nombre de voitures qu'il y aura sur la route. Ça risque de coûter plus cher parce que la concurrence sera moins grande. Et on pourra avoir des systèmes, par exemple, de rating qui disparaissent, ou éventuellement, pour un public, par exemple, féminin, c'est assez agréable d'avoir un rating où on peut avoir un peu plus confiance dans le chauffeur quand on prend le taxi. Caroline Séguesser ou Philippe Carlo, répond celui de vous deux qui veut. Mais c'est
un débat aussi un petit peu droite-gauche classique, l'indépendant qui veut faire sa structure ou contre celui qui veut défendre le salariat. C'est ce que nous a dit ici un jour un député socialiste en disant mais moi je défends les taxis parce que je défends le salariat. C'était dans un débat avec les plateformes LVC. C'est plus compliqué que ça ? Oui, j'ai l'impression. Il y a aussi la question de défendre les travailleurs, mais aussi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je crois qu'on a un peu pris quand même en compte l'usager, sa sécurité. Il y a des questions d'assurance, effectivement, qui jouent. Donc, j'ai l'impression que globalement, on a voulu assurer aussi un service de qualité pour tout le monde et mettre un peu tout le monde dans des conditions de concurrence égales. Donc, on ne peut pas dire qu'on défend uniquement les salariés et les taxis, parce que l'idée, c'était quand même aussi de faire jouer la concurrence avec un point de départ qui était le même pour tous. Mais c'est vrai qu'on manque sans doute encore de culture taxi à Bruxelles et que c'est, me semble-t-il, un peu le véhicule qui a été oublié dans cette promotion d'une mobilité alternative à la voiture personnelle. Si on renonce à sa voiture personnelle, je trouve qu'on fait beaucoup de promotions, par exemple pour les voitures partagées, pour les capacités de marque, mais le taxi est une bonne alternative quand on voit le coût général d'un véhicule particulier en termes d'assurance, de l'amortissement, etc. C'est un sacré budget à réutiliser voilà, donc pour rentrer d'un dîner. Donc il n'y a pas d'incitant en faveur de l'utilisation du taxi. C'est la direction Conduite Run avec la box et le rachat qu'ils ont fait, et puis ils construisent en fait différentes solutions de mobilité. C'est avoir le bon moyen au bon moment, quoi. L'intégrer dans le multimodal. Philippe Carlo qui avait demandé la parole et qui est sage, lui. Donc, le plan taxi, pour en revenir à la question de base, le plan taxi, je dirais que son principal mérite, c'est qu'il existe. Et pour le reste, il est surtout emblématique des problèmes de gouvernance de la région bruxelloise. On l'a attendu, il date de la législature précédente. Le ministre-président s'empare du dossier, là il envoie un signal fort de je vais m'en occuper parce que voilà, on n'a pas réussi à aboutir précédemment. Lui-même, manifestement, procrastine un maximum ou ne parvient pas à trouver un accord au sein de son gouvernement. Je pense que c'est plutôt la deuxième hypothèse qui est la bonne. Et puis voilà, maintenant, il est sur la table, il ne satisfait personne, manifestement. Et le débat, je ne sais pas si c'est un débat gauche-droite, c'est un débat entre régulation ou loi du marché. Ok, bon, on continuera à suivre ça, mais Caroline Séguessière redemande la parole, mais je voudrais vraiment parler des finances bruxelloises, parce que c'est le nerf de la guerre et qu'on a l'impression qu'on en manque souvent pour différentes politiques que veut mener la région bruxelloise. Un exemple, le métro. Alors la région bruxelloise a eu une idée, c'est Sven Gatz, le ministre bruxellois du budget, qui l'a annoncé à Fabrice Grosfilet l'autre jour. On est en train d'examiner aussi avec la Banque européenne d'investissement, qui investit d'ailleurs dans d'autres lignes métro, dans d'autres villes européennes. Les contacts sont très fructueux. Donc vous cherchez des financements complémentaires ? Oui, parce que c'est important à long terme. Comme ça, on sait qu'on a un partenaire fiable qui veille aussi à la qualité du projet. C'est important. Donc ce n'est pas une petite ligne bruxelloise. C'est dans un mouvement européen, dans de nouvelles lignes métro d'autres villes. Et donc ce serait intéressant aussi d'avoir leur appui. Et ça, ce serait évidemment une bonne nouvelle. Oui, certainement. Et je pense que Vous avez une idée du montant que vous demandez à la Banque européenne d'investissement ? Je vais rester dans des montants très généraux. Ce sera dans les centaines de millions. Donc c'est très important. Mais je ne vais pas me précipiter sur les montants exacts. Mais dans quelques semaines, voire dans un mois ou deux, on devrait avoir l'accord avec nos partenaires européens. J'ai pris cet extrait parce qu'à chaque fois que la région bruxelloise décide d'une politique, dans les mois qui suivent, on le voit comme journaliste, on est coincé, on n'a pas les sous. Le métro, il y a des partenaires même de majorité qui disent ça coûte trop cher. Les allocations familiales, il y a un ministre qui dit on n'a pas le moyen de les financer. La rénovation des tunnels, bravo à l'Éco, nous avons appris que ça allait être plus long que prévu parce qu'on manque de sous. Est-ce que Bruxelles, à un moment donné, gère comme il le faut ses deniers ? Qui veut répondre à ça ? Philippe Carlo ? Pauline de Glume. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette solution-là, alors très bien si pour le métro, ça leur apporte une sécurité. Oui, ça reste déjà, ils devront le payer, à voir comment ça règle le problème. Mais ça ne règle pas celui de fond, c'est des dépenses de plus en plus importantes et des recettes qui manquent. Et là, ce qui est étonnant, c'est qu'il y avait dans l'accord de gouvernement un seul projet qui générait très clairement en fait, des possibles nouvelles recettes. C'était Smart Move, c'était cette taxe kilométrique intelligente. Et il y aurait pu, via ce moyen-là, se dire, avec l'argent dont on prend qui génère quand même une externalité de coûts importante, le trafic automobile, les embouteillages, on s'en resserre et on construit des alternatives, dont le métro, d'autres lignes de tram, C'était le premier débat versus, quand on a lancé l'émission il y a 3 ans et on a réuni ici les Wallons qui ont dit aucune chance les Bruxellois, vous oubliez. Oui, mais à croire que certains n'attendaient que ça, que les Wallons disent non pour finalement remettre dans le tiroir ce projet-là, qui est dans l'accord de gouvernement, donc qui n'est pas comme ces autres sujets qui ont été renvoyés vers le Parlement, tout ça. Celui-là est mot pour mot. Ce qui a été mis après, c'est vraiment ce qui a été décrit dans l'accord de gouvernement. Philippe, je pense avoir une première remarque générale, c'est plutôt par rapport à mes anciens collègues. Je pense que c'est un sujet qui n'est pas très sexy et les communicants doivent s'en emparer.
Parce que c'est absolument primordial de parler de finances et de budget, parce que si l'État fait faillite, on ne pourra même plus avoir une politique environnementale. Donc ça, c'est un premier aspect. Je pense que tous les communicants doivent s'y mettre et rendre le sujet plus abordable et que le citoyen puisse s'y retrouver. Et deuxièmement, sur est-ce qu'il faut encore plus d'argent, je pense qu'il faut aussi regarder comment on le dépense. Et aujourd'hui, le politique, il a très peu de KPI. Dans le privé, si je demande de l'argent à mon patron, il va voir l'investissement que j'ai fait. S'il n'y a pas de ROI, c'est fini, on coupe les ponts. Donc je pense qu'il y a mettre des KPI pour la gestion de la politique, c'est aussi important, et de mesurer réellement l'impact de ceci. Mais ce n'est pas le propre des services publics, à un moment donné, de prendre en mesure des activités qui sont déficitaires. C'est pour ça que c'est les services publics qui les financent. Non, c'est la logique même d'un État. Bien sûr, on ne doit pas dépenser n'importe comment. Et c'est quand même pour ça qu'ils lancent des spending reviews pour voir comment, avec le même argent, on peut régler certains gros enjeux en région bruxelloise, notamment le logement, parce qu'ils se rendent quand même peut-être bien compte qu'il faut rechercher un peu d'efficacité à un moment donné. Mais je vois que Bruxelles est dans une situation tout à fait particulière. Et donc, ce n'est pas la énième fois qu'on voit un problème budgétaire. On a un trou de 350 millions, c'est énorme. Hein. Et puis, on est dans une circonstance très spéciale, sortant de la pandémie, des efforts financiers qu'il a fallu faire. Et tous les pouvoirs publics sont, à mon avis, confrontés à la nécessité de financer simultanément la transition écologique en investissant dans la mobilité, dans l'isolation des logements, etc. Et puis faire face à une urgence sociale aussi. Mais à Bruxelles, ce qui est compliqué, c'est que c'est une petite région qui est en concurrence avec les régions qui l'entourent. Et donc, effectivement, des mesures qu'on prend pour augmenter les recettes peuvent avoir pour effet retour que des Bruxellois de la classe moyenne s'en vont, déménagent, et donc la base fiscale se rétrécit. Donc, plus on augmente les taxes, plus on risque d'avoir une base fiscale qui se rétrécit. Donc, on revient à ce même problème éternel qui est effectivement un peu le carcan des 19 communes, le degré de solidarité des autres régions, l'absence d'une communauté métropolitaine. Et c'est un peu le même problème pour ce qui concerne les taxis, parce qu'une question qui n'a pas été réglée, c'est la collaboration avec la Flandre. Et c'est aussi un non-sens environnemental d'avoir des chauffeurs de taxi bruxellois qui ne veulent pas charger en Flandre et vice-versa. Donc une fois de plus, ça repose vraiment la question de la solidarité vis-à-vis de la capitale, à mon avis. On reviendra sur tous ces enjeux, mais je vous ai à tous demandé d'épingler une info que vous avez retenue de ces derniers mois, et on va devoir les traiter en 30 secondes. Vous avez le temps d'un jingle pour vous préparer. Le premier qui aura la parole, c'est vous, Philippe Carlo. Vous revenez sur ces gens qui meurent en travaillant, et ça commence à inquiéter l'auditorat du travail du côté des chantiers, notamment. Oui, en effet, il y a encore eu 2 morts sur un chantier à Watermal-Boisfort cette semaine, 2 ouvriers qui ont été tués sur le chantier sur lequel ils travaillaient. Ce ne sont hélas pas les 2 seuls cette année, il y en a même eu encore l'année précédente. Et effectivement, l'auditorat du travail commence à s'inquiéter parce que la sécurité sur les chantiers semble de plus en plus problématique. Et c'est dû à un système de sous-traitance en chaîne qui fait que finalement, en bas de l'échelle, on ne sait pas très bien quelle est la fiabilité des entreprises qui se trouvent sur ces chantiers et qui ont apparemment qui font assez peu de cas de la vie humaine et de la sécurité. Et c'est vrai qu'on entend souvent, alors quand c'est des drames humains, c'est encore pire, mais on entend souvent quand un chantier prend du retard, quand ce sont les mauvaises pierres qui sont placées, on dit c'est une erreur, c'est le sous-traitant. C'est un classique, ça. Je veux dire, à un moment donné, voilà, c'est aussi interpellant dans la gestion de l'espace public. En quelques secondes, désolé, Pauline de Guim, vous revenez, vous, sur le décumul. Oui, tout récent. Ça peut et c'est pas symbolique uniquement, vous dites. Oui, c'est ça, c'est parce qu'on a entendu, ça paraissait un peu acquis depuis le temps qu'on en parle, on a entendu certains élus dire que c'est surtout une mesure symbolique. Je ne crois pas, je pense que ça va bien au-delà des quelques derniers cumulards qui sont concernés. Ça va 10 modifier, parlementaires actuellement. Oui, 9 parce qu'il n'y a plus M. Compagnie qui a récemment donné sa place de bourgmestre. Mais je pense que ça va changer des choses aussi dans la manière d'aller aux élections, de faire les stratégies. Ce sera quand même plus difficile avec cette règle-là de se garantir... de maximiser ses options, de se dire je me présente là, mais après je dois démissionner parce que je me représente ailleurs, donc ce sera intéressant de voir les impacts à long terme. Philippe, vous dites que Bruxelles se repositionne et ça vous fait plaisir, en tout cas de se positionne sur un secteur sur lequel elle était absente. Oui, et donc en fait là c'est l'image, enfin le thème que j'avais choisi, c'est réellement le Tech EU Summit qui a eu lieu il y a quelques semaines ou quelques mois. Et en fait c'est vraiment l'idée qu'en Belgique ou à Bruxelles, on puisse bomber le torse, être fier, amener de la créativité et pouvoir rayonner au niveau européen et à travers ici l'entrepreneuriat, mais plein d'autres sujets. Je pense que c'est important que le politique amène cette dynamique et ose montrer qu'on a des projets qui sont incroyables. Et Caroline Séguesser, on va voir l'image, c'est un coup de gueule par rapport à un aspect pas très écolo d'un événement qui est pourtant supposé l'être, c'est aux 20 km de Bruxelles. Et on voit toutes ces bouteilles d'eau, ça vous a fait bondir? Oui, vous qui avez fait les 20 km. Hein. Oui, bien sûr, les bouteilles d'eau, vous les voyez avant qu'elles ne jonchent le sol. Alors, elles sont ramassées, elles sont recyclées, d'accord, mais c'est quand même un gaspillage de plastique assez spectaculaire pour un événement qui promeut la mobilité douce, un événement sportif, mais aussi c'est un événement familial, bon enfant. Il y a des familles qui marchent
et qui ne peuvent même pas remplir leur gourde. Donc il y a certainement des choses à faire pour diminuer la consommation de plastique. Et ce d'autant plus que cette année, on a distribué pour des raisons écologiques une médaille qui était elle en bois recyclé. Donc très bien, mais faisons quelque chose pour le plastique. Ces montagnes de bouteilles, c'est juste hallucinant. Merci à tous les quatre d'être venus. Je ne vous ai pas menti, hein, ça passe vite, un peu trop. Désolé la régie, on a débordé. On se retrouve, ce sera après l'été pour de nouveaux débats, beaucoup d'échanges et puis on continuera à vous informer sur BX1 d'ici là.